Et on accueille dans ce studio Émilie Tran Nguyen qui est avec nous. Salut Émilie. Bonjour. Tu es journaliste à France Télévisions. Depuis septembre, tu présentes le 12-13 Info sur la chaîne France Info. Et tu interviens dans C'est à vous sur France 5. Et on va parler de ton documentaire Je ne suis pas Shintok consacré au racisme anti-asiatique. C'était diffusé hier soir à 21h sur France 5. Peut-être que vous l'avez vu. Si ce n'est pas le cas, c'est totalement disponible en replay sur la plateforme France Télé. Alors Émilie, tu as construit ce documentaire à la première personne. Tu racontes ta démarche et ton histoire. Tu es toi-même d'origine asiatique, d'origine vietnamienne plus précisément. Alors quel a été un peu l'élément déclencheur, ce moment où tu t'es dit il faut qu'on fasse ce documentaire ? C'est venu assez progressivement à moi. J'avais jamais conscientisé, en tout cas je me définis pas comme je suis vietnamienne ou je suis même d'origine algérienne parce que ma mère aussi est d'origine algérienne. Je suis métisse et je suis née en France et moi je suis française, donc j'avais pas du tout conscience de ça. Je pense que la première fois que c'est arrivé, il y a eu l'agression en 2016 d'un couturier à Aubervilliers. Oui. Et il en est mort. Et on a compris au cours de l'enquête que c'est parce qu'il avait été visé parce qu'il était chinois, en tout cas, et qu'il avait le faciès d'un chinois et que donc ces agresseurs pensaient qu'il aurait de l'argent en cash sur lui. À ce moment-là, il y a l'Association asiatique de France qui a voulu réagir pour la première fois. Et j'ai été contactée par la journaliste Hélène Lamtron qui cherchait des personnalités françaises d'origine asiatique publiques. Il y a aussi beaucoup d'anonymes qui ont participé à ce clip pour dire stop au cliché. Elle me dit et stop au racisme anti-asiatique. Et là, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette notion, le racisme anti-asiatique ? J'avais pas du tout mis de mots là-dessus et j'y vais. Et là-bas, je rencontre plein de gens, plein de Français d'origine asiatique, différents, de pays différents. Sauf qu'on a tous entendu effectivement les mêmes mots, les mêmes moqueries de l'enfance. Et des choses que j'avais moi-même déjà entendues, mais que j'avais laissé passer, et que j'avais pas fait attention. Je m'étais dit, on se moque de moi comme on pourrait se moquer de n'importe qui à cause de son physique ou de son nom. Et en fait, non. En fait, il y a vraiment un vécu commun et ça peut aller plus loin. Et le couturier d'Aubervilliers en était la preuve. Le titre du documentaire, c'est « Je ne suis pas Shintok ». C'est très évocateur, limite c'est un petit peu provocateur et tout. Pourquoi tu as choisi ce titre ? Évocateur, provocateur, merci. Ouais. C'est un peu ce que je voulais comme effet. J'avais envie déjà d'un titre qu'on retienne vite. Je te rassure, on le retient direct. Et on comprend tout de suite à peu près le sujet. Il dénonce tout en donnant le sujet. C'est-à-dire que Shintok, c'est un des mots qu'on a le plus entendu, à des surnoms, etc. Ouais. Et j'aime bien ce truc de je ne suis pas, un peu comme une revendication, un peu un cri, en tout cas une parole qu'on prendrait maintenant et une sorte de point sur la table pour dire écoutez-moi, il y a eu je suis Charlie, il y a eu Je ne suis pas une salope, le documentaire de Marie Portolano. C'était un peu aussi dans cette lignée-là. Je pense que c'est une parole qui est prise assez inédite et c'était une manière de la rendre. Alors dans le documentaire, tu expliques notamment que les premières générations d'immigrés asiatiques, dans les années 50, 60, ont cherché à s'intégrer sans faire de vagues, c'est ce qu'on entend. Au contraire, on a l'impression aujourd'hui que les jeunes Français d'origine asiatique ressentent l'envie de parler. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux générations ? Les préoccupations, les priorités, en fait, et c'est ça en fait que je comprenais pas. C'est pourquoi est-ce que la parole n'avait pas été prise avant et on avait gardé autant le silence. Et en réalité, c'est aussi pour ça que je vais voir ma grand-mère et qu'il y a aussi Madeleine qui intervient dans ce documentaire, qui est de génération. Ta grand-mère qui a du mal à répondre à tes questions. Mais qui ne répond pas à mes questions et qui n'a jamais répondu à mes questions finalement. Et en fait, quand on te répond pas depuis l'enfance, t'évites la question. Tu dis que ça peut-être que c'est gênant, peut-être qu'il n'y a pas de réponse, donc tu passes à autre chose. Et finalement, le fait déjà d'être journaliste, le fait de devenir maman, enfin il y a des choses, on a envie de transmettre notre propre histoire et il y avait trop d'inconnus. Et donc je lui repose la question et en fait tu comprends et on comprend que les préoccupations de cette génération-là, c'était d'abord de changer de pays, de fuir la guerre, de changer de statut social, de retrouver une situation, ne serait-ce que pour ses enfants. Ma grand-mère, c'est une grand-mère sacrifiée. Elle est arrivée en France, elle a pu, à partir du moment où elle a posé le pied en France, elle n'a plus pensé à elle, elle a pensé à ses enfants. Alors, il y a beaucoup d'intervenants dans le documentaire, dont un qui parle des stéréotypes véhiculés par les médias, notamment donc, suite à cette affaire dont tu parlais, de l'agression du couturier chinois à Aubervilliers. C'est vrai qu'il y a des choses, on se dit, par exemple, il y avait des couvertures de journaux par rapport au Covid où on voyait un virus chinois. Et du coup, c'est vrai que y a certains intervenants, des journalistes qui disent, mais pourquoi en fait mentionner l'origine ? Quel est le rôle des médias ? Qu'est-ce qu'ils ont joué, leur rôle par rapport à tout ça ? Un rôle
certains, c'est ce que je pose comme question en tout cas. Il y a, les médias ont de la responsabilité puisque ils véhiculent un message et on se rend compte en voyant le nombre de nombreuses archives dans le documentaire que depuis très longtemps, dans les journaux télévisés, on pouvait véhiculer des clichés et même encourager la peur. Quand on entend ce reportage qui est tourné à Rennes et qui parle d'invasion des Asiatiques, c'est ça. Et je me dis qu'il y a une accumulation jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques mois encore, quand vous avez en une d'une presse quotidienne régionale des Chinois, donc eux, ceux-là, derrière nos bureaux de tabac, nous les Français, donc... révoltant un petit peu. Oui, tu dis finalement, mais il y a encore un souci, quoi. Et si on reste dans l'univers des médias, tu penses qu'aujourd'hui, les personnes d'origine asiatique, elles sont assez représentées dans les médias ? Est-ce qu'il y a assez de modèles, de représentants, en fait ? Je veux croire que ça avance, que ça change, que ça évolue dans le bon sens, sûrement jamais assez vite. Moi, je sais que je suis arrivée à France Télé il y a quelques années aussi, je pense, avec cette préoccupation-là qui était celle de Delphine Arnault, qui m'a donné ma chance. Et la préoccupation, c'était que la télé, le paysage audiovisuel, les médias reflètent un peu plus la société française. Clairement, ça mériterait encore un peu. On entend Grassley qui milite beaucoup pour ces sujets-là depuis des années et qui nous donne un défi très simple, c'est citez-moi. Allez, 5 personnes d'origine asiatique, personnalités publiques. Vous allez peut-être un peu galérer. Mais après, parfois, dans les communautés asiatiques, les personnes qui sont en place, elles ne parlent pas après. C'est ça le truc. Une fois que tu es en place, tu ne défends pas la cause. Alors, oui, parce qu'il fallait d'abord avoir conscience qu'il y a une cause à défendre. Quand on regarde un petit peu tous ces témoignages-là, tout ce silence-là, alors les témoins qui ont aujourd'hui envie de parler, je pense se rendre compte qu'ils ont envie de parler depuis peu. Et je pense que c'est l'accumulation des années faisant qu'aujourd'hui, il y a eu un trop-plein et il y avait un sac à déverser. C'est aussi peut-être ce qui explique que ça n'ait pas été fait avant et dit avant. Et après, est-ce qu'on doit jeter la pierre à ceux qui ne parlent pas, qui ne se rendent pas compte qu'ils ont une cause à représenter ? Moi, c'est vrai en 2016, avec le clip asiatique de France, j'ai réalisé un peu plus ce que je pouvais représenter, moi, en m'appelant Émilie Tringuyen, en étant à la tête d'un journal national qui était à l'époque le 12-13 national. France 3, Et je comprenais qu'il y avait des attentes et qu'il y avait une fierté à ça, parce que justement, c'était rare. Je pense aussi que ça fait partie de la pierre à l'édifice de cette construction de ce documentaire, et où je me suis dit, peut-être qu'il y a une mission à remplir. Mais est-ce que tu n'as pas l'obligation, le devoir de parler, en fait, quand tu appartiens à une minorité ? Et quand tu arrives à des niveaux si on veut faire avancer les choses, et on peut se rendre compte que chez les Renois, chez les Rebeux, chez les Juifs, ils parlent beaucoup plus que les Asiatiques, et que ça fait bouger les choses. En tout cas, ça a aidé à prendre conscience de ce qui se passe. Et c'est vrai que la particularité des Asiatiques et de ce racisme-là, c'est le silence qui régnait. Donc je pense qu'effectivement, la génération qui arrive, la 3e génération issue de l'immigration asiatique, a peut-être cette responsabilité. Après, il faut un certain courage pour parler, pour se dévoiler et pour faire ça, même si pour moi, ça coule de source, dans le sens où on demande rien, on demande juste à être écouté, considéré comme des Français. Alors Émilie, tu en parles dans le documentaire, le Covid a été un moment difficile aussi pour la communauté asiatique française. Est-ce que c'est un moment qui a réveillé un peu ce racisme, et comment ça se passe depuis ? C'est un moment qui a révélé ce racisme et qui l'a fait exploser. Clairement, c'est un catalyseur et un révélateur. Au moment du Covid, on se rend compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas nouveau, puisque pour qu'il y ait autant d'explosions, qu'il y ait autant ces stéréotypes qui ressortent aussi facilement, c'est que c'était latent et c'est que ça existait depuis un certain temps. Sauf que le Covid a permis à tout le monde d'avoir le droit d'avoir peur et de stigmatiser et de montrer du doigt et de le dire sans honte. Il y a Catherine, qui est une sage-femme, qui raconte une scène à l'hôpital. Donc elle est sage-femme, elle fait accoucher les futures mamans, et ses collègues ne portent pas de masque à ce moment-là, et quand ces patients-là la voient, ils mettent et ils demandent un masque tout de suite. Donc pourquoi pas ? Mais pourquoi pour moi ? Pourquoi maintenant ? Et là, on lui répond, le Covid, toi, Covid, mais vraiment comme ça. Elle me dit, c'est la première fois que les gens n'avaient plus honte et assumé de le dire, même haut et fort. Tu es d'origine asiatique, donc tu es un virus, donc ça va pas. Donc c'est un moment où ça explose, et c'est un moment qui permet
malgré tout, ce bien-là dans ce mal-là, c'est qu'il est révélateur et que les gens s'en rendent compte. Les gens, quand même, à un moment, ça va loin et on peut se révolter collectivement. On en parlait un petit peu en antenne, mais je suis obligé de te poser la question. Le documentaire, il a été diffusé hier soir. T'as déjà des retours de ce documentaire ? C'est inédit ce qui se passe pour moi depuis hier soir et la diffusion. Je vais vous raconter, j'étais en train de travailler sur ma tranche du 12-13 info parce que je prépare les interviews à l'avance et à un moment, mon portable s'est éteint pendant 2 heures. J'avais évidemment le documentaire en fond, mais je le connais un peu par cœur. Ouais, normal. Et j'ai rallumé mon téléphone vers 23h. Mon téléphone était cassé, quoi. Enfin, j'ai jamais eu autant de messages, autant de mails, même de gens que je ne connais pas, qui m'ont écrit, qui me racontent leur histoire, mais universelle. J'ai des gens qui me parlent de fils de harkis, qui viennent d'autres issus de l'immigration, mais ça leur parle. Ça leur parle à tout le monde parce que c'est pour ça, ça ne parle pas que qu'aux Asiatiques et voilà, ça parle à tout le monde. Mais ce qui est fou, c'est qu'on découvre en 2024 le racisme asiatique, anti-asiatique, mais qui existait déjà dans les années 80 pour les autres communautés en fait. Complètement. Et on pensait que c'était fini pour tout le monde. Je pense qu'on en avait déjà un peu parlé. Il y avait aussi cette mobilisation en 2016. Quand je vous en parle, on n'en avait pas. Mais c'est vrai que c'était pas aller plus loin. Dans le sens où je pense que la force de ce documentaire, c'est que oui, il dénonce les clichés, on te montre une variété de personnes, une diversité de gens, de générations qui ont entendu et qui ont vécu les mêmes choses, et en même temps on vous raconte l'histoire, et il y a de l'émotion, il y a de la chair, il y a de l'humain, on comprend que des gens se sont retenus de parler pendant tellement de temps, c'est un déversoir, c'est un silence qui durait des années, auquel on met enfin fin. Et toi, personnellement, quand tu étais petite, quand tu étais victime de ce racisme, on va dire, ambiant, tu vois, quand tu allais voir tes parents et dire, papa, maman, on m'a dit ça, on m'a dit ça, je leur disais pas, quoi, tu leur disais pas, c'était normal pour toi. Ça fait partie pour moi, de la difficulté de la cour de récréation. Ouais. Et il y en avait, il y a eu les garçons qui tirent les cheveux, et ça faisait partie du truc. Moi, je me disais, moi, c'est ce qu'on a trouvé pour se moquer de moi. Mais c'était moi, je vous parle de ça, maternelle, CP, collège, lycée, ça continuait tout le temps. Et c'était les mêmes choses, les mêmes références. Disney, Mulan, mais je l'ai entendu toute ma vie. Ça, c'est une bol de riz, riz, des références au riz. Tu parles des Aristochats aussi à un moment donné, non ? Alors ça, oui, ça c'est vraiment en documentant et en cherchant et en me disant, mais en fait, les références, même il y a une petite chinoise, une petite musique chinoise derrière les siamois, les chats siamois quand ils arrivent à l'écran dans le dessin animé. Donc c'est vraiment ça. Ils ont vraiment voulu représenter les Asiatiques comme les sournois, les fourbes. Ouais. Et ça fait partie d'un des clichés des Asiatiques. Et justement, en parlant de clichés, tu vois, moi je vais te donner un exemple. Je connais un créateur de contenu, il est chino-cambodgien. Et dans ses vidéos, parfois, il prend l'accent pour faire rire les gens, tu vois. Et quand je lui dis, gros, c'est chelou, tu vois, il me fait, non, mais c'est pour faire rire les gens. Est-ce que, selon toi, il participe à entretenir un cliché ou pas ? C'est la question que se pose Frédéric Shaw, qui est dans le documentaire, qui a pu lui aussi faire l'accent parce qu'on lui demandait et parce qu'il sentait. Effectivement, c'est déclencheur de rire. Mais même moi, je entends le sketch de Fred Shaw qu'on diffuse dans le documentaire. Ma première réaction, c'est d'en rire. Mmh. Parce qu'à la fois je ris de ce que ça dénonce, parce que oui, un restaurateur asiate, si vous parle sans accent, vous allez trouver ça bizarre, donc ça me fait rire, et en même temps oui, voilà, c'est risible. Mais il y a un message derrière le sketch aussi. Il y a aussi un message derrière le sketch, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue de le faire en participant et en alimentant peut-être aussi cette machine à voilà, et en même temps moi je suis dans cette génération où j'ai l'impression d'être un peu en trait d'union entre les plus jeunes qui s'indignent, qui veulent plus rire de choses comme ça. Et je vois la plus ancienne génération qui dit ça va, il n'y a pas de mal, on peut rire. Et je suis vraiment entre les deux où j'ai envie de lier. Je comprends à la fois les uns et les autres pour avancer et j'aimerais juste, et ce documentaire il est voué aussi à ça, c'est poser les questions, à vous de trouver la réponse. Moi, personnellement, franchement, je ne l'ai pas et je ne l'ai toujours pas. Juste, ne serait-ce que se poser la question, peut-être que c'est un pas. Dans le documentaire, on voit ta famille, notamment ton papa, ta grand-mère. Ils ont vu le documentaire. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Mon père est très ému. Mon père, qui vous l'avez découvert en partie, a une certaine carapace et est tout le temps là. Je suis fort, inatteignable, jamais malade, etc. Je sais qu'il a été très ému et que maintenant, quand il voit certaines scènes, il me dit même que ça l'a ramené à des choses et que ça l'a fait réfléchir.
que ça l'a fait avancer sur la question. Et je pense qu'il y a des choses qu'on réalise pas et qu'on veut pas tout simplement pas se dire parce que c'est comme ça qu'il s'est construit, qu'il a avancé. Lui, il dit que ça le rend plus fort et je veux le croire. Je pense qu'il y a plein de gens, mais quelles que soient les moqueries, les choses qu'on a pu subir enfant ou toute sa vie, ça peut rendre plus fort, ça peut construire. D'autres qui ont beaucoup plus de mal à gérer ça. Nathan Nguyen, qui est un prof aujourd'hui, et je pense que cette vocation-là n'est pas innocente parce qu'il a vécu enfant et il a vécu du harcèlement vis-à-vis de ses origines. Lui, c'est un témoignage très touchant. Hyper touchant. Tu le vis, toi, le racisme encore ou pas ? Mais moi, j'ai jamais pensé vivre le racisme. Je vis encore des clichés, je peux encore entendre des moqueries, j'en entends, je pense que je passe pas une semaine sans une moquerie sur les références, mais ça peut même être de mes potes. Hein, ouais. Mais au travail, ça fait réfléchir. Au travail, c'est au travail, donc c'est plus, on va dire que beaucoup moins maintenant. Je pense à ma place. Je pense que j'ai vécu plus de choses au travail quand j'étais apprentie ou quand j'ai commencé dans ce travail qu'aujourd'hui. Parce que là, t'as le poids de toute la communauté sur tes épaules. En fait, t'es la Harry Roselmack de la commune. Mais c'est ça, en fait. Oh là là, oui, je vois ce que vous voulez dire. Il y a un représentant de cette diversité-là que j'incarne sans le vouloir. Même. Après, je le dis, je le redis, je suis fière de porter ce message, mais je suis autre chose et justement le message aussi de tout ça, c'est ne nous définissez pas, ne nous mettez pas dans une boîte, donc s'il vous plaît ne le faites pas. Merci Émilie d'être passée nous voir. On te retrouve donc sur la chaîne Info à partir de midi. On déj avec toi donc tous les midis. J'espère, à tout à l'heure. C'est à vous sur France 5 et très beau documentaire Je ne suis pas Shintok, c'est dispo en replay sur la plateforme de France Télévisions si vous ne l'avez pas vu. Merci à toi, très bonne journée. Merci à vous.